Hey, what's up, trustees? Bienvenue dans un nouvel épisode de Trust le Process. Et si tu connais pas déjà ce podcast, welcome. Dans ce podcast, on se questionne soi-même, on questionne nos relations avec les autres, nos relations dans ce monde qui est si complexe. Et nous sommes des êtres humains si complexes et uniques. Et pourtant, on vit tous les mêmes galères, les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes échecs. Donc viens, on en parle sincèrement. Et en parlant d'échecs, trust tes erreurs, c'est l'épisode de cette semaine. Et je pense que je vais en faire une mini-série parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur les erreurs et l'échec en général. Parce que j'ai envie qu'on change notre regard sur l'échec. Donc je te propose un petit voyage philosophique au pays du ratage pour ce premier épisode de cette mini-série. Où je vais te raconter un peu mes échecs et ce qu'ils m'ont appris et où est-ce qu'ils m'ont amené. Tu sais, moi je viens du Canada, donc de Montréal, et ça fait 10 ans que je suis là, en France. Et rien que ça m'a fait réaliser à quel point l'échec est culturel. En tout cas, la vision qu'on a de l'échec est culturelle. Chez nous, en Amérique du Nord, on a cette théorie qui a été théorisée par les théoriciens de la Silicon Valley, le fail fast, learn fast, pour souligner le caractère vertueux de l'échec qu'on rencontre tôt. Et chez nous, en Amérique du Nord, on insiste beaucoup et on valorise beaucoup les expériences, qui même ratées, font progresser beaucoup plus vite que les meilleures théories. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on apprend en suivant les normes, en appliquant la théorie, les consignes à la perfection ? À part la théorie, pas grand-chose. Il manque en fait ce truc en plus, ce sens du rebond, de la réactivité, qui est tellement décisif dans ce monde qui est en constante mutation et qui ne peut pas être apprise par la théorie parce que la théorie, c'est les cas d'école et dans les cas d'école, il n'y a pas la vie. Et la vie, c'est des what the fuck dans tous les sens. Et donc, moi, j'arrive en France, je recommence mes études. J'avais terminé des études de neurosciences et je commence à faire du droit. Et je me rends compte que, la France, c'est pas pareil. Et je me souviens, j'étais en L1, j'ai recommencé mes études en L1. J'avais 23 ans. Je suis en fac de droit. Première classe de droit constitutionnel. Je ne savais pas nommer plus de 3 présidents français. Enfin, voilà, je ne connaissais pas je ne savais pas ce que c'était qu'une république. Moi, je ne connaissais que la reine d'Angleterre. Donc, je me dis, je vais galérer en droit constit. Et du coup, j'ai mis toute ma force et mon énergie en me disant, il faut absolument que je réussisse le droit constit. Et puis, je me mettais une pression pour réussir, mais vraiment une pression de malade. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Premier partiel, donc premier semestre, deuxième semestre. 2 partiels dans l'année qui, en fait, déterminent ta note finale pour passer en L2 ou pas. Premier sujet de droit constit. Je reçois mon bulletin de notes 4. 4 sur 20. Alors que j'avais bossé comme une malade. J'avais fait un hors-sujet. Un beau hors-sujet, il était incroyable. J'avais bossé comme une malade, mais un hors-sujet. Et ça m'a fait mal. Et je me suis dit, ok, c'est impossible que je me ressente comme ça une prochaine fois. J'avais jamais autant raté à l'école. Et là, je recommence mes études. Déjà, j'étais là en mode, je viens en France, je ne connais pas la France, je ne connais pas le système français, je dois redoubler d'efforts. Et moi, j'avais triplé des efforts et j'ai eu 4. Et en fait, j'ai tellement échoué bien. En fait, le 4, il était tellement cuisant. En fait, il n'y avait tellement pas de débat sur le fait que j'étais off, que j'avais rien compris. Qu'au deuxième partiel du deuxième semestre, je reçois ma note. 17,5 sur 20.
En droit constitutionnel, c'est quasiment impossible. Pour ceux qui connaissent un peu les études de droit, puis surtout à Lyon, c'est rare pour que ça m'ait choqué, quoi. Et ça m'a questionnée, en fait. Et c'est là où je me suis dit, parce que je venais tout juste de Montréal, je n'avais pas encore été contaminée par le sens de l'échec à la française, dont on parlera plus tard. J'étais en mode, waouh, j'ai bien fait d'échouer, mais vraiment bien échoué, quoi. Pas me taper un petit 10 qui m'aurait absolument pas remis en question. Je me serais pas interrogée sur pourquoi j'ai eu 10. J'aurais eu 10, je me serais dit, normal, je commence, puis 10, voilà, c'est la moyenne, tant pis, enfin... La moyenne, je l'aurais pas questionné. Mais le 4, il fallait que je comprenne pourquoi j'ai eu 4. Ça m'avait tellement fait mal. Et du coup, c'est ma première piste pour trust l'échec et nos erreurs. C'est d'échouer vite. J'ai échoué, premier partiel, premier échec. Et ça m'a permis de tout de suite me poser les vraies questions pour réussir et comprendre comment je pouvais réussir, comment ne pas partir, tout feu, tout flamme à la lecture du sujet, genre mettre bien, 15 minutes à analyser un sujet, même si c'est qu'une phrase. Vraiment décortiquer cet échec-là. C'est comme s'il m'avait réveillée, en fait. J'avais été réveillée par mon échec, alors que les autres avaient été un peu endormis par leurs petits succès. C'était pas des francs succès, c'était des petits succès, mais qui les avaient endormis. Et au final, j'ai fini mes études de droit avec des mentions bien. Enfin, j'ai cartonné mes études de droit, surtout ma licence. Et je pense que en France, contrairement donc aux States, au Canada, on ne donne pas assez de valeur à l'expérience. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure de mes échecs et de ma vie en France. Contrairement au fast fail de la Silicon Valley, en France, on est sur du fast track. C'est-à-dire, il faut vite être sur les bons rails. Faut pas échouer, quoi. Faut vite avoir tout bon, tout de suite. Et pour toujours. C'est simple. Aux States, au Canada, les entrepreneurs, les figures politiques, les sportifs, les acteurs, bref. Peu importe le personnage qui te parle, ils adorent mettre en avant leurs échecs. Les échecs qu'ils ont rencontrés en début de carrière. Et ils sont fiers, en fait, d'en parler et de les aborder. C'est un peu comme des cicatrices de guerrier. Alors qu'en France, et avec ce fast track, il faut vite être sur les bons rails. Donc, dès adolescents, faut déjà être dans la bonne filière. Il faut déjà avoir le bac, il faut déjà avoir une mention. Puis, il faut avoir les bons diplômes. Et toute ta vie, tu seras ton métier et ton diplôme. Je trouve ça fou en France que je puisse encore rencontrer des gens qui ont 52, 56 piges et qui me disent encore qu'ils ont eu une mention bien au bac ou qu'ils ont fait un bac S. Mais je m'en bats les couilles, en fait. De la mention que tu as eu, un bac que tu as passé il y a 40 ans, en fait. Ça fait aucun sens. C'est comme si, en fait, notre diplôme, le diplôme que j'ai eu à 23 piges, c'était à vie ma carte d'identité. Et ma valeur, surtout. Et donc, contrairement au Canada, où on est sur du fail fast, vite, échoue vite pour apprendre vite et tôt, en France, faut surtout pas se louper, parce que si tu te loupes, c'est terminé, en fait. Il y a des chemins qui sont barrés. C'est des no-go. En France, il faut tout réussir. C'est pas fast fail, c'est fast achieve. Réussir vite. Il faut surtout pas rater vite. Réussir vite, one shot. Sinon, t'es un loser. Mais comme si c'était souhaitable et même possible
de se mettre une fois pour toutes à l'abri du risque, d'échouer, de s'installer comme ça dans les rails, prendre le bon train, d'avoir une carrière toute lisse, toute tracée, qui est définie toute son existence. Tout ça pour un diplôme obtenu à 20 piges, quoi. Et pour cet épisode, je vais vous partager mes lectures d'un livre qui m'a vraiment marqué, que j'ai lu 2 ou 3 fois, je crois, tellement c'est un game changer. C'est un livre du philosophe Charles Pépin. Ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, c'est un peu ma bible, Les vertus de l'échec. Et dans son livre, Charles Pépin, il donne l'exemple de l'éducation nationale. Pour le citer, il dit « Même dans l'éducation nationale, on retrouve les effets pervers du fast track. Les professeurs, ils sont divisés en 2 catégories. T'as ceux qui ont fait l'agrégation, et qui n'ont pas obtenu, et qui ont que le CAPES, donc pas l'agrégation, mais que le CAPES. Ceux-là, ils enseignent 18 heures par semaine. Par contre, la deuxième catégorie de profs, ceux qui ont l'agrégation, eux, ils enseignent 14 heures par semaine. 4 heures de moins, tout en étant mieux payés. Et cet écart, il fait que s'accroître tout au long de la carrière des professeurs, en fait. Ça veut dire que si tu as raté ton agrégation à 22 ans, tu vas le payer toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours, tu travailleras plus et tu gagneras moins. C'est quand même absurde comme système, qui nie complètement la valeur de l'expérience et des soft skills et de la personnalité, qui fait qu'au final, on n'est pas nos diplômes. Comment ne pas avoir peur d'échouer après ça ? C'est comme faire faillite en France. Encore une fois, on est, je pense, en 3e année de licence. Je suis encore un petit baby en termes de French culture. Je suis encore, très, mais fast fail et tout ça. Et je fais un cours de droit des entreprises en difficulté. Et j'apprends, en fait, à travers mon cours, que faire faillite en France, c'est une honte. C'est un handicap qui est quasi insurmontable. On est stigmatisé à vie, marqué au fer rouge. Si on fait faillite, on se fait plus financer par les banques. En fait, il faut changer de vie, quoi. Il faut se cacher, changer son identité. Alors qu'en Amérique du Nord, au contraire, ta faillite, elle est vue comme un risque que tu as pris, un échec vu comme une expérience, une preuve de maturité. Et du coup, on aura tendance à plus te faire confiance parce que you've been there. You know, the saying, been there, done that, ça a de la valeur. En France, c'est genre en mode, wow, been there, done that, et t'as fait ça, ciao. Et en tant que juriste, vraiment, à ce moment-là, j'ai appris que jusqu'en 2013, il existait un fichier à la Banque de France qui liste tous les entrepreneurs qui ont subi donc une liquidation judiciaire, qui ont donc fait faillite. Un peu comme les fichiers S, quoi, comme les terroristes. T'es genre marqué forever failure. Et donc, comme t'es listé dans la Banque de France, les banques, elles te prêtent pas, donc tu peux pas rebondir, donc t'es convaincu que t'es un échec, tu restes sur ton échec, puis tu tentes plus, puis du coup, une prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est fou. Échouer en France, c'est être coupable. Échouer au Canada, chez moi, c'est être audacieux. Mais surtout, quand j'ai eu mon 17,5 en droit constit, ça m'a pas fait la même... Je me suis pas développée... Enfin, ça m'a pas développée. Ça m'a pas fait grandir comme le 4. Parce que mon 17,5, je peux vous dire que j'étais dans l'ivresse du succès. Tu sais, t'as ce truc de « Ah, tu réalises pas ». Tu sais, on dit souvent « Ouais, je réalise pas » quand on réussit un truc. Alors que après l'échec, t'inquiète que tu réalises. T'inquiète, tu réalises, tu te heurtes à la réalité que tu connaissais pas, et cette réalité, elle fait mal. Parce que plus on échoue, plus on questionne la vie, en fait. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi? Il y a aussi des réussites qu'on peut réussir parce qu'on a perdu. On a échoué avant. Il y a comme des choses qui sont pas réussissables du premier coup.
Donc, soyons pressés d'échouer, parce que plus on échoue vite, plus on rencontre le réel vite. Parce que le réel nous résiste. Il nous soumet à se questionner. On doit le regarder dans tous les angles. Le 4 dans tous les angles, je l'ai regardé. Et quand tu échoues, en tout cas pour savoir que tu peux te relever, il faut avoir échoué. Et ça en était une preuve pour moi. Mais surtout, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Et ça, c'est mon deuxième, paradigme sur les échecs. C'est que, certes, il faut fast fail, au lieu d'être sur une fast track, mais il faut connaître une crise. Quand on échoue, il se passe quelque chose, la vie nous dit quelque chose. Et donc pendant mes 3 années de licence, à peu près mes 2 années de master, mais un peu moins parce que j'étais un peu moins sérieuse, parce que j'avais atteint mon goal, c'était d'atteindre le master le plus sélectif, etc. Et je flottais quoi, je réussissais tout. Mais vraiment, vraiment bien. Mais j'étais à fond. Et le jour où j'ai passé le barreau, je l'ai passé 1 an avant tout le monde. Parce que je me suis dit, j'étais tellement confiante. J'avais tellement les notes, le machin, la drive, tout ça. Et je le loupe. Et là, je peux vous dire que quand t'as dépensé 2000 balles de prépa, quand t'as sacrifié un été de ta vie à faire que de bosser, quand tu es parti jusqu'à Paris pour passer le barreau, tu t'es payé l'hôtel, tu t'es mis une pression de malade, et que t'échoues ton barreau à 0,4, ça fait mal. Surtout que c'était mon premier échec depuis mon 4 sur 20 en droit constitutionnel. Et là, je peux vous dire qu'il y a J'avais l'impression que la moitié de ma confiance en moi, elle était partie avec ces échecs-là. Lol. C'était que le début. Oh là là, si j'avais su que la suite serait pire. Je rate le barreau et puis je me trouve des excuses. Plutôt que d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi je l'ai raté, etc. Je me trouve des excuses. Je me dis non, mais de toute façon, j'ai voulu le bosser très vite, le passer très vite. Puis j'étais à ça, quoi, finalement, 0,4, tout ça. Je suis pas allée voir mes copies. J'étais dans le déni. Ça faisait trop mal. Je suis pas allée voir là où je me suis trompée, comment je me suis trompée, pourquoi je me suis trompée. J'ai pas analysé. J'avais trop mal. Là, j'étais vraiment confrontée au réel et je savais pas comment réagir. J'avais honte. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je vais le passer avec tous mes potes l'année prochaine parce qu'eux, ils voulaient le passer après le master, etc. Je reloupe le barreau. Et là, je peux vous dire que la deuxième fois, c'est ton monde qui s'écroule. Tu te dis, waouh, est-ce que je vais pouvoir me relever de ça, en fait? Mais non seulement est-ce que j'ai raté le barreau, mais dans le même temps, vraiment, overlap, le couple dans lequel j'étais depuis 6 ou 7 ans venait de se casser. Pareil, échec. Échec cuisant, échec très douloureux, échec très inattendu. Échec... et là, j'avais l'impression que j'avais échoué ma vie. Parce que j'avais tout raté niveau pro et tout raté niveau perso. Et quand je vous dis que des fois échouer, ça veut dire traverser une crise, c'était la crise. C'était une vraie crise. Mais la crise, c'est la fenêtre qui s'ouvre. Les Grecs, ils parlent de kairos.
Le kairos, c'est, tu sais, ce moment favorable. C'est le moment où le réel se révèle à nous, en fait. Et souvent, l'échec, c'est le point de départ d'une réflexion et d'une meilleure compréhension des choses. On commence à se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées avant. On commence à remettre en question certaines vérités qu'on n'a jamais questionnées. Pourquoi est-ce que je loupe le barreau 2 fois? Puis pourquoi à chaque fois c'est de si peu? J'ai commencé à me dire, est-ce que c'est vraiment pour moi? Moi, je fonçais tête baissée dans un truc et je me suis dit, je suis pas du genre abandonné. Si je commence quelque chose, c'est sûr que je le termine. Et comme j'avais commencé des études de droit et que je pensais que la seule voie, c'était d'être avocat, il fallait que je le devienne, en fait. Je m'étais même pas posé la question est-ce que j'avais vraiment envie d'être avocat. Je fonçais tête baissée. Et donc, quand tu te prends 2 échecs comme ça, tu commences à te poser la question, en fait. Pareil pour ton couple, tu te dis, attends, mais ok, là, c'est terminé. Finalement, c'est vrai que ça faisait peut-être un an que ça allait pas du tout. Puis qu'on mettait sous le tapis, on parlait pas. Tu le sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est quand quelque chose ne marche pas ou ne marche plus qu'on se demande, en fait, comment ça marche? En fait, tu sais, quand t'as ta machine à café qui marche tous les jours, qui te donne ton petit café, t'es yum et tu peux commencer la journée sans être un monstre, bah tu te poses pas de questions, mais le jour où t'as pas la tasse de café parce qu'il y a un truc coincé dans la machine, tu sais pas pourquoi ça coule pas, et là t'es en PLS, bah là t'inquiète pas que tu commences à ouvrir la cafetière et tu commences à comprendre c'est quoi le problème. Et donc, moi, ma crise professionnelle qui s'est superposée à ma crise de couple, ça a vraiment été l'occasion de comprendre ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et se remettre en question. Et il y a ces moments de crise dans la vie, je pense qu'on est obligé de les traverser. Si on veut se trouver, si on veut se rencontrer, si on veut se réaligner, en fait. Parce que c'est pareil pour le burn-out. C'est un moment de crise, pareil que j'ai vécu. Peut-être que je vous en parlerai plus dans un autre épisode. Mais en tout cas, ça a été pour moi une invitation douloureuse à ouvrir les yeux sur des choses plus profondes, en fait. Sur mon vécu, sur ma façon d'être, sur mon survival mode, sur mon mode automatique, en fait. C'est même la première fonction du burn-out, finalement. Ça peut pas être autre chose, en fait, qu'une crise qui te révèle à toi-même. C'est pareil pour la dépression. Ça peut être un AVC, ça peut être une mort ou un licenciement. Bref, il faut une crise, il faut quelque chose pour nous forcer à arrêter et voir la vérité en face. Parce qu'il y a des choses qu'on a trop longtemps mises sous le tapis. Il y a ces choses qui sont sous le tapis, elles veulent être entendues. Elles en ont marre du tapis. Elles veulent vivre sur le carrelage. They want to be heard loud and clear. La vérité sur nous-mêmes, sur l'écart entre nos existences et ce qu'on attend de la vie, sur nos dénis, nos besoins, nos désirs. Interroger et écouter notre inconscient, notre corps. C'est ça que ça fait la crise. La vérité sur les autres, sur la qualité de nos relations, la réciprocité dans nos relations. Je peux vous assurer que quand on traverse ces crises-là, on n'est plus la même personne. Mais tu le sais sûrement par expérience, parce que j'imagine que toi aussi tu as vécu des crises et c'est normal. Let's normalize the crisis. Parce que there's no going back. After one crisis, you're just not the same person you were anymore. Et c'est une bonne chose. Et les gens, ils sont là, what, j'ai changé. Bah, tu peux leur répondre, bah non, j'ai pas changé, frérot, j'ai grandi, j'ai évolué. Et qu'elles aient lieu dans l'histoire de nos mondes, dans les sciences, dans la psyché ou dans la vie intime, les crises permettent de mettre un doigt sur le réel. Ce qui m'amène à ma 3e grille de lecture, pour vous convaincre qu'il faut truster les échecs.
c'est l'échec comme l'expérience du réel. Une lecture stoïcienne de l'échec qui veut que ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui dépend pas de toi. Pour citer Épictète, un philosophe. Et citer Marc Aurèle, sûrement que vous connaissez mieux comme citation. Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, la volonté de changer ce que je peux changer, et la sagesse de savoir distinguer les deux. Marc Aurèle, qui a été empereur romain, il explique qu'en fait, dans le monde réel, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qu'on ne peut pas contrôler. D'ailleurs, moi, je pense qu'on ne peut rien contrôler. On peut juste être en charge de certaines choses. To be in charge of is different from being in control. Je pense qu'il n'y a que l'univers qui contrôle les choses. Nous, pauvres êtres humains, on ne contrôle rien, on ne se contrôle pas nous-mêmes, on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas la vie. On peut juste être en charge de certaines choses. Donc c'est pour ça que cette distinction, elle a l'air simple en apparence, mais elle est super difficile à intégrer dans notre vie au quotidien. Parce que surtout quand on réussit, on pense que c'est tout grâce à nous. Mais ensuite, quand on échoue, difficile de faire la part des choses entre ce qui dépendait vraiment de toi et ce qui était hors de ton contrôle. Mais les stoïciens, j'aime bien leur philosophie sur l'échec, parce que leur philosophie sur l'échec, c'est de dire qu'est-ce que cet échec me raconte sur le réel. Ils voient ça comme, en fait, au lieu de te victimiser en mode c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas de ma faute, c'est de se dire, en fait, non, oui, c'est comme ça, mais en mode avec fierce. Genre, c'est comme ça, j'ai les cartes que la vie m'a données. Voilà mon jeu. À moi de jouer avec ces cartes-là. De bâtir quelque chose là-dessus. Du mieux que je puisse le faire. Ne pas se résigner, au contraire, se refocus, en fait, mettre son énergie dans ce qu'on peut changer, plutôt que de gaspiller le peu d'énergie, parce que ça demande tellement d'énergie qu'on a à vouloir se plaindre de quelque chose qu'on ne contrôle pas, en fait. Mettons plus d'énergie dans ce qui peut changer. Tu vois, moi, j'ai toujours été sensible à l'injustice. Et souvent, j'étais vraiment incapable d'accepter ce qui arrivait, quoi. Soit ça m'arrivait à moi, une injustice, ou même aux autres, et je ruminais. Et je souffrais vraiment de ces injustices mentalement, physiquement. Enfin, j'avais besoin de comprendre, je comprenais pas, et ça me prenait beaucoup d'énergie. Mais j'ai compris que face à une injustice, comme un échec, comme une trahison, la question, c'est pas de savoir si c'est juste ou pas. On s'en fout finalement. Ça, c'est pas de mon ressort. C'est plus, qu'est-ce que je peux en retirer comme sagesse ? Comment je peux, à travers cette injustice, devenir quelqu'un de plus profond, de plus ancré, de plus connecté, de plus riche en fait au fond. Spinoza, il dit ni rire ni pleurer, comprendre, dans l'éthique. Et j'aime bien cette phrase. En mode, ton seum, frérot, il est contre-productif. Il prend toute ton énergie. Toute l'énergie que tu as besoin pour rebondir, déconstruire, pour reconstruire. Il te détourne du réel, en fait. Et il y a encore ce truc plus profond que ça. C'est que l'échec est là. Vas-y, t'as échoué. C'est un échec. Et même si t'es responsable de cet échec, même si, parce qu'il y a ce qui ne dépend pas de toi et ça, voilà. Mais même si ça dépendait de toi, si t'es responsable de ton échec, ça y est, en fait, il est passé, il est plus là. Donc il dépend plus de toi maintenant. Puisque on est là maintenant et l'échec c'était avant. Je pense que là-dessus, en tout cas moi, ce truc de ni rire ni pleurer, comprendre, moi c'est vraiment un truc important dans mon mindset. Et c'est pour ça que ma 4e grille de lecture sur l'échec, c'est l'erreur comme seul moyen de comprendre. Pour citer Gaston Bachelard, qui est poète et philosophe, il dit «
la vérité n'est jamais qu'une erreur rectifiée. Il définit le savant comme celui qui sait reconnaître son erreur initiale et trouver la force de la rectifier. C'est vrai parce que tous les grands scientifiques en fait ont commencé par des erreurs, des idées fausses qu'ils ont essayé au fur et à mesure de rectifier. Et il faut constater genre l'échec de ses intuitions premières pour se rapprocher de la vérité. C'est comme, il y a des gens comme ça que tu rencontres et tu penses que c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, enfin tu les sens bien et tout. Ton intuition te dit d'y aller. Et ben, il y a qu'en constatant en fait leur manquement ou le fait que ça marche pas pour connaître la vérité. Pour passer de l'image que je me suis fait de la personne à ce que la personne elle est dans la vraie vie avec moi. Je crois qu'il faut être fasciné par ces échecs. Comme ça, on a vraiment envie de les comprendre. Et comme ça, on avance plus vite vers la vérité. En fait, on n'échoue pas, mais on réussit à essayer. Chaque fois que tu essayes, en fait, tu réussis. Tes essais, c'est des échecs, mais tu réussis, donc tu réussis en essayant. Prendre des risques, se tromper. Albert Einstein, il a dit un truc qui est incroyable. C'est qu'une très grande série de succès ne prouve aucune vérité, quand l'échec d'une seule vérification expérimentale prouve que c'est faux. En d'autres mots, qu'une théorie soit vérifiée par une expérience ne prouve pas qu'elle est vraie, mais qu'une théorie soit invalidée par une expérience prouve en revanche qu'elle est fausse. Donc on apprend plus par l'échec que la réussite. Et c'est pas du temps perdu, c'est du progrès, c'est un petit pas vers l'avant à chaque fois en fait. On pense que tout le monde réussit tout du premier coup parce qu'on voit les artistes, les chanteurs, les vidéos, les livres et tout ça, les poèmes. Enfin, en fait, on voit le produit fini. On voit pas le taf qu'il y a derrière, en fait, de rectification, de rature, les pages blanches déchirées, et puis on recommence et on peaufine, et puis toutes ces étapes, en fait, sont nécessaires. It's like try again, fail again, fail better. Le raté est juste indétachable du processus de création. Si tu rates pas, t'es pas créatif finalement. Et je parlais de prendre des risques. C'est con, hein, mais moi je vais faire des choix dans ma vie complètement inutiles, mais c'est juste pour rester dans ce truc de risque. Il y a des risques que j'ai pris qui sont très gros, mais dans mon quotidien, j'essaye de prendre des petits risques. Genre, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai pris une glace yaourt au poivre. Personne prend ça sur la liste, en fait. Personne. Mais moi, je le fais parce que je me dis, et si c'était bon? Et les gens, mes potes sont là, mais si c'est mauvais, t'es deg. Au pire, c'est mauvais, mais j'aurais tenté. C'est un échec, ouais, ok, je vais peut-être pas prendre autant de plaisir que toi à manger ma glace, mais peut-être que j'en prendrai plus. Pareil, la dernière fois, j'ai été dans un café, j'ai commandé j'ai fait n'importe quoi. La serveuse, vraiment, elle était en PLS. J'ai commandé un latte, donc un café latte à la rose, avec un expresso shot et du lait d'avoine. La serveuse, elle m'a dit, vous êtes sûre? Je sais pas si ça va être bon. Genre, j'ai jamais fait ça, enfin, vous êtes sûre? Et je lui ai dit, franchement, je sais pas, là, votre truc à la rose, il a l'air bien, mais il n'y a pas de café dedans, j'ai envie du café. Puis je bois pas trop de lait parce que flemme et tout, c'est pas digestible, donc lait d'avoine. Et au final, c'était une dinguerie. Franchement, si on prend pas des risques, on n'apprend rien. Et il faut juste prendre un risque compte tenu de toutes les infos qu'on a sur le moment et espérer que ça marche. Il faut juste être conscient du risque qu'on prend en fait.
j'ai pas envie de... Je pense que j'ai pas envie d'une vie sans risque. Et donc, je suis condamnée à l'échec, en fait. Parce qu'à chaque fois que je risque quelque chose, j'échoue. Et j'essaye surtout de me dire, en fait, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de big boss de fin où à un moment donné dans la vie, on n'aura plus rien échoué. On va pouvoir recommencer les choses 1000 fois et quand même les rater. Je pense que ce qui compte, c'est de rater mieux les choses. Prendre des risques, en fait, de se demander à chaque jour, qu'est-ce que j'ai raté aujourd'hui ? Parce que ça veut dire que j'ai appris quelque chose. Et donc je vais finir cet épisode en te disant, surtout n'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur, aie peur de ne pas essayer. Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. Because that's hard. Et du coup, je vais faire plein de petits épisodes. Enfin, de petits épisodes, vous me direz, pas si petits que ça, mais je pense que je vais faire un deuxième, voire un troisième épisode, parce que j'aimerais bien aborder l'échec sous l'angle de l'humilité, l'angle de l'affirmation de son caractère, comme une façon de se réinventer, donc une lecture existentialiste de Sartre, de l'échec. J'aimerais aussi qu'on parle de l'échec comme un acte manqué, de manière psychanalytique, pourquoi il faut oser en fait voir ça comme un moment de joie. Il y a plein de façons de parler de l'échec et donc j'ai hâte de t'en parler. Surtout que à la base, ce podcast, s'il a pris vie, s'il existe aujourd'hui, c'est parce que en fait, j'ai échoué. Mais ça, je te raconterai ça plus tard. En attendant, je te souhaite une belle fin de semaine remplie d'échecs. Remember to fail fast, fail hard, fail well. Fail well. Bref, échoue bien, t'as capté. Allez, ciao trustees. Take it easy.